Dunque, non è una conferenza che voglio fare, sarebbe piuttosto una passeggiata nel mio lavoro, dicendo che è un po' paradossale di dire fare la tentativa di essere fuori di sé e di parlare di sé allo stesso tempo. Per cominciare, dopo non parlo più italiano, vorrei leggere un pezzo di intervista che ho avuto recentemente con Laurence Bertrand d'Orléac, per una mostra che ho fatto a Parigi che si chiamava Conversazione con una tavola, però la traduzione sarà brutta, però lo dico così. Allora, non sono convinta che mi piaccia, ma perdersi è fondamentale. Saper smarrirsi, tra parentesi nella foresta oscura, almeno Dante non era solo. Non è affatto semplice perché ci aggrappiamo ai nostri punti di riferimento, alle nostre conoscenze. È molto difficile liberarsi di se stessi, cambiare punto di vista, prospettiva, agitare le idee, muovere lo sguardo è un'esigenza quotidiana. Non addormentarsi soprattutto. Quando dipingo, il mio corpo non è né maschile né femminile, né bello né brutto, né morto né vivo. Sarebbe piuttosto quello di un animale assessuato, oppure un occhio senza corpo. Sì, divento un occhio che scruta, accarezza, si agita o il cui movimento cessa improvvisamente, un occhio che dipinge, se si può dire. Sono un animale in agguato che ha visto e sentito qualcosa. Quando abbasso le palpebre ho la segreta speranza che un miracolo avvenga e che la pittura finisca da sola, che tutto si realizzi come per incanto. Tio all'occhio è quello che devo dire alla mia pittura quando lavoro. Parlo pittura con i fantasmi di Paolo Uccello, di Piero della Francesca, di Stingel, di Piero di Cosimo. Parlo con William Burroughs, Bastian Ader, John Jonas, Rainer Maria Rilke, Henry James, con Finchley e Weiss, con Francis Picabia, con Romano Palca. Mi lamento con Ovidio, spio Thomas Bernard, ma ascolto anche i giovanissimi artisti che sono i miei studenti e poi torno ad Andrea del Castagno prima di guardare come dipingono Pierpaolo Pasolini o Derek Jarman. E allora vorrei fare la citazione, come si dice, quote, citation, je ne sais pas comment on dit, di Agatha Christophe, uno scrittore che mi piace molto. Lei dice: è diventato niente che si può diventare scrittori, e diventando niente che si può diventare scrittori, e io direi è diventando nulla che si può diventare artisti. Cioè, per introdurre questa passeggiata, donc maintenant, adesso parlo in francese. Donc le thème donc, de ce workshop est un peu l'idée de sa propre métamorphose, l'idée de se sauver de soi-même, l'idée de s'écarter de soi-même pour essayer de mieux se voir et trouver d'autres solutions. Mais finalement, ce qui est bizarre, c'est que pour faire ça, on passe un peu par l'autoportrait et par le double. Si vous voulez intervenir en même temps, je pense, au moment où je dis un truc, c'est tout à fait possible, évidemment. Une autre et dernière citation, qui sera celle de Fernando Pessoa, et je laisse la voix italienne vous la dire.
fini? Alors la situation serait un peu celle-là. Là, c'est moi. Façon de parler. Et me posant les questions de, évidemment, comment échapper à moi-même. On est fabriqué de ce qu'on regarde. Et ce que je regarde, on peut voir un peu ça sur cette peinture qui s'appelle Mes invités, et où j'ai un peu rassemblé tous les gens que j'aimais, tous les gens qui m'accompagnaient, évidemment, tout ça pour échanger et se compléter d'une journée à l'autre, puisque je rencontre d'autres personnes, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le futur ou dans le présent surtout. Mais plus ça va, plus tout ça, évidemment, se complète, avec des constantes. Donc on voit ici Gilbert and George, la photo d'à côté, on voit le groupe qui est celui des amis de Virginia Woolf qu'on voit complètement sur la droite et qui est déguisé là avec son groupe d'amis pour faire une plaisanterie. Ils se sont fait passer pour l'entourage de l'empereur d'Abyssinie face à la Navy en Angleterre. Donc ça a fait un scandale, mais c'est cette époque un peu en même temps de dandysme, de désespérance, d'expérience et d'amusement aussi, et en même temps d'un groupe d'intellectuels. Ensuite Stengel, ensuite Barnett Newman, ensuite Opalka, ensuite Piero di Cosimo, ensuite Fischler Weiss, Coco Chanel, Nicolas Poussin, Polke, John Jonas, Paul McCarthy et Mike Kelley, par exemple. Alors ça pourrait commencer comme ça, c'est-à-dire que, évidemment, enfin, je suis peintre plutôt qu'autre chose, mais ce que je vais montrer là ce soir, c'est des espèces d'expériences qui ont été faites à côté de la peinture. Donc ça peut commencer de cette façon. Je suis un idiot, je suis une idiote. Je vais le recouvrir pour que personne ne s'en aperçoive. Évidemment, je vais peindre par-dessus pour qu'on ne sache pas que je suis une idiote. Et j'aime bien cette... Je vois ça, j'avais oublié, j'avais écrit là-dessus « La bêtise n'est pas mon fort », qui est l'incipit de Monsieur Test de Paul Valéry. Ah, pardon, ça n'a pas démarré. Comment je fais ? Voilà, je vous fais grâce de la durée
de la vidéo qui se termine par une cérémonie et un hommage à la Sainte Oreille qui... la Sainte Oreille, il y a toute une procession dans une grotte, plus loin dans le film. Et évidemment, la Sainte Oreille, qu'est-ce que c'est? C'est de enfin pouvoir écouter un peu les autres plutôt que soi-même. C'est ce que j'essaie de faire, mais on n'y arrive pas toujours très facilement. Et l'idée de cet âne qui n'est pas toujours stupide dans l'histoire, mais là qui est insupportable, quoi. Et l'idée, la tentative de me transformer en quelque chose d'absolument détestable, surtout pour moi, parce que le son et tout ça est très agaçant. Alors, là, il va y avoir un certain contraste. Je vais vous montrer un tout petit passage que vous connaissez sans doute de la Jeanne d'Arc de Dreyer. Bon, pourquoi ça ne marche pas quand je fais le truc? Voilà. Voilà, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, sinon que je trouve ça absolument magnifique à chaque fois que je le vois. Et alors maintenant, je n'arrive plus à partir de là. Voilà. Donc après l'âne, en fait, quand j'essaie, quand je fais des tentatives comme ça, évidemment, j'ai cette influence de la Falconetti. Alors, est-ce que j'ai l'influence de la Falconetti parce que je l'ai déjà vue? Est-ce que faisant ça, me rasant le crâne et ayant une espèce de volonté quand même un petit peu monacale, je vais donc retrouver Dreyer? Je ne sais jamais tellement dans quel sens finalement les choses agissent. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Oui, c'est que ça se passe, tout ça se fait seul dans mon atelier en fait, et que quelquefois je peux préparer des costumes. En ce moment, je fais pas ça du tout. En ce moment, je ne fais que de la peinture, mais ça a été des étapes, des moments où ce sont juste des choses que je montre pas, ou qui seront peut-être ensuite insérées dans un film. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc ça fait partie d'un. J'aime pas les séries en fait, mais il y a un moment donné où j'ai essayé où j'ai raconté que j'avais inventé déjà tout ce qui était inventé. Donc là, je ne sais plus, oui, j'ai inventé le Vatican cette fois-là, mais j'ai pas avoir inventé le pape. Et maintenant, je vais inventer Molinier. Alors évidemment, toutes ces photos et tous ces films,
ça ne peut se faire que seul, parce que sinon j'ai un peu trop peur quand même du ridicule face à quelqu'un qui pourrait me filmer ou me photographier. Et justement, l'idée aussi, avec le workshop, c'est de tenter de tenter de ne pas avoir peur de ce qu'on peut produire comme monstruosité, et surtout ne pas être conforme à ce qu'on imagine de soi-même. Voilà, c'est Claude Cahun, et puis quand je l'ai inventé aussi. Ensuite, j'ai inventé Versailles. Je vais continuer avec une image du portrait de Dorian Gray, que j'ai... Voilà, donc sur le truc doré, c'est une peinture à moi, et la peinture d'à côté, j'ai oublié le nom des deux frères qui ont réalisé le portrait corrompu pour le film Dorian Gray. Et ce portrait a été fait d'après une espèce de mannequin qui était suspendu dans un atelier. Et il y a cette idée aussi, évidemment, entre Jekyll et Hyde, entre la vision de soi-même, le portrait qui devient vivant et qui reflète l'âme. Enfin, j'aime beaucoup les films de série B, tous ces grands sujets du double qu'il y a dans le cinéma, que ce soit... il y a une exposition d'ailleurs en ce moment, je disais aux jeunes personnes qui travaillent avec moi, je pense à Washington sur le double, qui a l'air très intéressante. Ici, c'est une photo que j'ai faite dans une vitrine dans le 6e arrondissement. J'ai remplacé la tête de Cocteau par la mienne. Et c'est donc le jour où j'ai refusé d'entrer à l'académie. Et ça n'est pas vraiment une plaisanterie, puisque depuis quelques années, on propose l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est vraiment un truc que je ne veux absolument pas faire. Donc je me suis dit que j'allais quand même mettre l'habit, mais de façon tout à fait fictive. Alors, une de mes histoires, de mes récits préférés, c'est évidemment, enfin, c'est pas évidemment, parce que ça n'a rien d'évident, c'est l'histoire d'Actéon, que vous connaissez. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous la raconter à nouveau. Et cette fois-ci, j'ai transformé, ça c'est une grande peinture qui fait 2,50 m par 2, et donc j'ai transformé Actéon en une espèce de chasseur John Wayne. Enfin, c'est comme ça que j'ai appelé tout au moins. Et je ne sais pas si la photo d'à côté vient du parc à Caserta Vecchia, je ne suis pas sûre, je ne sais plus où j'ai eu ça. En fait, le fait d'être entouré d'images qui vous ressemblent, que vous rejetez, ça devient une espèce de... non pas d'encyclopédie du désordre où quand même je vais toujours plonger. Et ça, ce sont d'autres versions d'Actéon. Et encore une autre. Alors, en fait, ces petits extraits-là font partie de films plus longs. Celui-ci, d'un film qui s'appelle Works and Days. Et pour ne pas raconter ma vie, mais en parler un tout petit peu quand même, beaucoup de ces expériences-là, qui sont somme toute très simples, ont été faites au moment où, après être passé par la Villa Médicis et après avoir travaillé avec une galerie pendant 10 ans, j'ai décidé de tout quitter.
pendant de très nombreuses années. Et pendant ce temps-là, j'ai continué la peinture, mais j'ai aussi essayé plein d'autres choses qui allaient des émissions de radio, en passant par l'écriture de 2 pièces de théâtre, qui sont ce qu'elles sont, peu importe, mais enfin. Et puis le fait d'avoir une espèce de journal filmé, de commencer un blog, etc. C'est-à-dire d'essayer vraiment d'autres pistes. Alors je ne pouvais pas enfin, ne pas montrer cette image que j'adore de Beuys avec comment expliquer les tableaux un lièvre mort. Donc en fait, moi je suis toujours en train d'aller à la recherche comme tout le monde, je pense, c'est pas tellement une rareté, mais de choses que je puisse écouter. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, là il n'y aura rien à ce sujet, j'aime beaucoup écouter les gens et j'aime beaucoup faire des interviews. Alors là, je vous ai mis un tout petit rayon en peinture. Et mon propos n'était pas de parler de peinture ce soir, mais bon, voilà, je voulais juste vous mettre quand même quelques images. Et celle-ci, je ne sais pas si c'est lisible, c'est donc Miracle, je suis Barnett Newman. Barnett Newman, c'est un de mes fantasmes, c'est un des artistes que j'aime énormément. Et en fait, ma peinture est tellement chargée qu'elle est absolument le contraire de Barnett Newman. Et moi, j'adorerais avoir une peinture absolument minimale, faire des monochromes, ne rien raconter, voilà. Mais je suis ce que je suis. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est faire ce que je ne sais pas faire. Ce que je fais le plus souvent, c'est la peinture. Ce que je ne sais pas faire, évidemment, ce sont les films et la sculpture. Et donc ça, c'est une fontaine que j'ai réalisée, je ne sais pas quand, il y a 1 an ou 2, pour mon galeriste Christophe Gaillard, qui m'a invité à faire ce que je voulais dans le jardin de sa résidence. Alors évidemment, quand je vois ça, moi j'ai la double image, je me vois en train de le faire, je me vois en train de me filmer, et donc je passe des journées à sautiller, à me transformer en animal, hein, voilà. Ici, ça serait plutôt quand je me surveille. Toujours dans mon atelier. Et ensuite, alors je vais laisser. Il s'agit là de l'Anécoïa, qui est le chant 11 de l'Odyssée, quand Ulysse retrouve sa mère. Peut-être que c'est possible ou je le lis moi, ou qu'est-ce que je fais. Oui, parce que je ne sais pas si la traduction est terrible, donc je ne sais plus le nom de ma traductrice. Carla? Help, Carla. Moi, j'entends pas, donc elle commence.
J'ai eu peur que ce soit l'Odyssée en entier. J'avais l'impression que c'était très long. Ah, pardon. Où est-ce que je suis? Hop. Donc ça correspond à peu près à ça. My soul doth tell my body that he may triumph in lot. Flesh lays no proper reason, but rising with thy name doth foretell beauty as its triumphant rise. Pride is a pride, is content that a poor Donc ça, encore une fois, c'est un petit morceau, un petit passage d'un film qui s'appelle Les fausses conférences, je crois. Alors l'image suivante, ça j'ai jamais montré ça. C'est une série de... Pardon, comment je fais? Attendez, hop. Voilà, c'est une série de photos que j'ai faites et qui s'appelle je ne suis pas Norman Bates. J'ai donné le titre après en repensant au film de Hitchcock, Psycho, où vous connaissez l'histoire de ce personnage qui prend la voix de sa mère, qui l'a assassiné, et c'est une espèce de relation comme ça terrible, puisque je vois le moment où on découvre la momie avec la perruque, enfin avec les cheveux qui tombent, etc. C'est extrêmement cruel. Bon, c'est complètement psychanalytique, mais donc moi j'avais fait ça à un moment donné en endossant les vêtements de ma mère. Donc encore une fois en essayant d'être pas avec beaucoup de joie cette fois-là, pas avec beaucoup d'amusement, mais en essayant d'inscrire la mémoire de ma propre mère. Je parle jamais de ce genre de truc parce que j'aime pas trop raconter ce qui est la vérité et ce qui peut être un peu pesant, mais disons que c'était une expérience. Je me suis dit que j'allais vous la montrer. Là, on va repartir un peu. Dans ce qui peut être lié, encore une fois, à l'Antiquité, comme l'histoire d'Ulysse. Et donc, en fait, je pars de rien du tout. Quand je fabrique ces choses-là, je pars avec très peu de choses, du carton, et pas vraiment de préméditation. What's the matter with my head? En fait, ça vient d'une vidéo qui s'appelle le chevalier couvert de cendres. Alors, la prochaine image, ça vient d'une exposition qui avait eu lieu à la Maison Rouge. Et dans un coin de la Maison Rouge, j'avais installé cette chambre avec les deux oiseaux qui portent mes vêtements. Et en fait, c'était deux oiseaux qui s'ennuyaient dans mon exposition et qui regardaient... Est-ce que je peux... Qui regardaient ça. Qui est...
William Burroughs qui essaye de tuer Shakespeare. Et ça me fait beaucoup rire que ce vieux William Burroughs s'amuse à assassiner le géant. Wow, this one, my favorite. Excellent. We want to take that in film. The shooting of Shakespeare. Okay, so just allow the camera. Would you call it a good grouping? Or what? Would you call it a good grouping? It's not a good, yeah, that's good grouping, yeah. He's dead, man. Voilà, ça me réjouit toujours de voir William Burroughs en train de s'amuser comme ça. Et en fait, cette image à droite avec les oiseaux, quand j'ai fait ces masques d'oiseaux, je n'avais pas connaissance du film de Judex, de Franju, qui s'appelle Judex. Et voilà, donc encore une fois, les boucles qui se font entre ce qu'on connaît, ce qu'on n'a pas connu, ce qu'on va connaître, qui font une espèce d'ensemble un peu étrange parfois. Alors la femme la plus assassinée du monde, elle a vraiment existé parce que elle s'appelait Maxa et elle faisait partie du Grand Guignol de la rue Chaptal à Paris, où elle était découpée en morceaux avec des trucages sanguinolents. Moi j'adore ça, j'adore les séries B et j'adore aussi tout ce qui est complètement excessif, c'est pour ça que j'aime beaucoup Paul McCarthy aussi. Et toujours sanguinolent, mais très très drôle, tellement trop, tellement excessif, ça me réjouit. Non, pardon, hop. Alors ça c'est l'image de mon mannequin, de mon double. Je suis assez fascinée toujours par les mannequins, que ce soit la poupée de Kokoschka ou les figures de Gisèle Vienne ou les films, le cabinet des figures de cire d'André de Toth, etc. Mais là, en fait, le titre est « Je ne veux pas en parler ».
Donc je ne vais pas en parler davantage parce que c'est quand même assez bizarre de se faire son double. C'est quand même un peu mortifère. Néanmoins, je l'ai fait. Voilà, donc ça c'était, j'étais au milieu d'une grande salle, c'était à Art Basel à Bâle, il y a 2 ans je crois, et j'étais au milieu de, ça s'appelait je ne sais plus, le Nautilus, ou je ne sais plus, en fait j'étais entourée de très grands caissons lumineux avec des images que j'avais faites. Alors cette image aussi du singe peintre qui m'est cher dans l'histoire de l'art. Et puis on pourrait presque terminer. Je vais juste vous montrer un tout petit extrait après. Mais évidemment, cette dernière image de notre ami Jacques Lacan. Voilà, je ne suis pas en analyse, mais je me permets de faire comme si j'étais en imaginant ce groupe d'images. Et je vais terminer par la fin d'une vidéo qui s'appelle donc Les fausses conférences. Et voilà. Et tac.
C'est chapeau melon et bottes de cuir, mais c'est normal, c'est le générique de fin. Je n'ai pas coupé assez vite. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Juste que oui, je ne veux pas non plus parler pendant des heures. Peut-être si vous avez des questions à me poser, c'est avec plaisir. Donc c'est juste, j'avais une idée qui m'est venue et puis elle s'est sauvée. Ah oui, je repensais à l'histoire de Narcisse, évidemment, avec le magnifique tableau du Caravage. Et j'avais oublié, en fait, en revisitant Narcisse, en relisant Narcisse, qu'en fait, quand il s'est regardé dans l'eau et qu'il est tombé amoureux de son image, il ne s'était pas aperçu que c'était il ne savait pas que c'était son image, il ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Et je pense à ça par rapport à ce petit voyage en barque qui évoque, pour moi, qui était voulu comme une espèce de voyage sur le Styx, et on dit que même Narcisse, face au Styx, cherchait encore son image. Voilà. Point. Grazie Elena, ci sono delle domande dal pubblico? Se no le faccio io le domande. Al pubblico. Non Perché scherzo. no? Se non c'è nessuno... Je prouve en français et puis si j'ai des problèmes, je tourne en italien. En fait, je devrais encore tenter d'articuler la pensée. J'ai noté que il y a la tendance dans les œuvres, tes œuvres, aussi les œuvres que tu as présentées d'autres artistes, la tendance à manipuler et modifier la tête, c'est-à-dire la couvrir aussi et la rendre autre chose, avec des masques, avec autre chose. Et bon, tu réussis à l'encadrer dans le thème de la sortie de soi. Comment ça se lie à ça? Alors, comment je réponds à ça? Tu veux dire le fait vraiment de changer son apparence? Pas seulement son apparence, mais la tête en particulier. Ah, l'histoire des cheveux ou dans ma tête? La tête, donc la masque, oui, la couvrir le visage, etc. En fait, parmi les influences aussi que j'ai pu avoir, il y a la figure de Musidora qui est complètement masquée. Par exemple aussi le masque qu'on voit dans ce dernier extrait, qui est c'est une cagoule que j'ai fabriquée, que j'ai souvent utilisée et que j'ai souvent utilisée parce que quelqu'un d'autre l'avait souvent utilisée, à savoir un chorégraphe qui est décédé maintenant, qui s'appelait Andy de Groot, avec qui j'ai travaillé et qui était le premier collaborateur de Bob Wilson, par exemple, sur Le Regard du Sourd. Et Andy avait une cagoule un peu semblable à celle-là, il l'avait toujours, et toujours dans ses spectacles, il y avait un moment où il y avait la cagoule. Donc il y a aussi dans tout ce que je fais souvent des reprises, et même au niveau dans les films, du son et de la musique, des motifs que je remets. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais après, comme je suis mon quand je fais ce genre de choses, mon seul instrument, finalement, je fais les transformations qui me semblent nécessaires. Le fait de se raser le crâne à un moment donné, c'était un peu... je sais pas, c'était très étrange parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il y a 10 ans, c'était encore très très mal perçu. Parce que d'abord, et les amis pensaient que vous étiez malade, ou ça renvoyait évidemment à l'image de la libération. Et on sait très bien la violence que ça a été, ces images où on tond les femmes, etc. C'est purement atroce. Et puis après, moi, Claude Quin, je la connaissais depuis longtemps, depuis même avant l'exposition, la grande exposition qu'il y avait eu au Jeu de Paume. Mais disons que c'est une
non pas un plaisir, peut-être un plaisir quand même de se mettre à l'écart et de ne pas avoir peur de cette image-là. Et j'avais travaillé avec une actrice que j'aimais beaucoup, qui était assez mythique, Edith Scobb, pour France Culture. On avait fait une émission, c'est elle qui était l'héroïne, entre autres, des Yeux sans visage, mais qui a fait bien d'autres choses. Et elle m'a dit, elle me disait, mais toi t'es bizarre, t'as pas peur d'être moche? Alors effectivement, non, j'ai absolument pas peur d'être moche, j'ai pas peur de rien, j'ai peur de beaucoup de choses, mais disons que je m'utilise, donc ce que je disais dans le petit texte que j'ai lu au début, peu importe que je sois un chien, une personne, du sexe masculin, féminin, et là je ne parle pas de genre, mais je parle de ce à quoi je ne pense pas quand je fais les choses. Je ne me pose pas la question de la féminité, de la masculinité. Je fais mon truc, et puis voilà, et puis après je regarde ce qui s'est passé, je garde et je jette. Et aussi, je voulais dire que, en plus de... Donc, le fait d'être, entre guillemets, de se dire artiste, c'est pour moi, donc, d'essayer en permanence. Alors évidemment, par moments, il faut se calmer, mais de jamais être trop à l'écoute de soi-même non plus. Alors c'est pour ça que je n'ai pas passé le concours des conservateurs, mais je suis conservateur en chef d'un musée qui s'appelle le Musée des titres, qui ne contient que des titres de tableaux, donc qui n'existent pas. Et tous ces titres sont une bande-son qui a eu la gentillesse de son vivant d'enregistrer l'acteur Jean-Louis Trintignant. Et donc ça donne toute cette liste de titres avec cette voix que les Français tout au moins connaissent et sans doute les Italiens aussi. J'aime bien aussi le fait de pouvoir confier à quelqu'un d'autre une histoire et puis qu'il en fasse un miroir ou encore une fois un double. Mais disons que toutes ces tentatives de métamorphose, c'est toujours raté parce que c'est toujours moi qui suis là. Mais j'espère sans ego démesuré. C'est juste pour voir ce que ça peut donner, de raconter les choses avec la voix de quelqu'un d'autre. Quand j'ai fait comment j'ai inventé Versailles, alors évidemment j'ai sautillé devant ma caméra, je me suis fait cette perruque, et puis après j'ai eu le grand bonheur, ça n'a rien à voir, il y a quelques années, de voir le magnifique film d'Albert Serra, Les derniers jours de Louis XIV, parce qu'en fait ce truc, je ne me compare pas à Albert Serra ni à Jean-Pierre Léaud, et la fin de ce petit film sur comment j'ai inventé Versailles, ce sont les derniers moments du roi et le commentaire que le médecin a fait, c'est-à-dire heure par heure ce qu'il se passait et son, comment dit-on quand on meurt, son agonie, merci. Voilà, donc en fait, c'est pas tant me filmer pour m'admirer ou pour jouir de mon image, mais c'est juste ça me permet de me promener dans plein de domaines, de rencontrer des morts et des vivants, et aussi d'éviter, ça a été ça au début, je suis incapable de performance. Je suis incapable de... Bon, là je parle, mais je ne fais pas l'imbécile. Je suis incapable oui, de tout ce qui est du domaine ou théâtral ou de la performance. Ça, c'est absolument impossible. C'est pour ça que la caméra a permis quand même que je puisse m'amuser puisque j'étais seule. Enfin, c'est paradoxal. Je ne m'amuse pas que quand je suis seule, mais j'étais seule à pouvoir oser plein de trucs, évidemment, et après je fais le montage et j'élimine. Je suis partie un peu loin, là. Je ne sais pas où je vais. J'ai peur de cette question, Clément. J'ai une question parce que vous nous avez montré toute une partie, un grand chapitre de votre travail vidéo, etc., et peinture. Après cette pause que vous avez faite, donc c'est des travaux qui datent à peu près une dizaine d'années, et ma question est, quel est votre regard sur tout votre travail que vous avez fait avant cette grande pause? Toute la peinture que j'ai pu apercevoir quelquefois, que j'ai rarement vue en vrai, mais j'ai un petit peu
cette curiosité, quel regard vous avez sur votre propre travail avant cette pause? Alors, il y a une chose qui est très claire quant à la peinture, que ce soit avant ou après. J'adore la faire, j'adore peindre, c'est absolument ce qui m'anime, mais encore une fois, bizarrement, j'ai beaucoup de difficultés à regarder ce que je peins, sans vouloir, faire des manières, on pourrait dire. Je continue en français, pardon, je ne sais plus, je continue en français. J'ai fait une exposition, enfin, il y a des peintures qui sont, où est nettement écrit « I hate my paintings », ce qui est vrai. Et c'est pas du tout une pause, c'est que je n'ai pas du tout de plaisir à regarder ce que je fais, si c'est la réponse à la question. Alors, il y a eu, sans vouloir remonter à la guerre, il y a eu le premier moment important qui a été la première exposition à la Villa Médicis, mais déjà qui s'appelait Jungleilu, puis Jungleilu, et qui était une exposition anonyme. Donc, il y avait un livre avec des images, il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien, et de toute façon, j'étais inconnue au bataillon, comme on dit, et j'aime bien aussi l'idée de l'anonymat. Ensuite, la question est comment je... Oui, donc j'ai un peu plus d'affection, comme on a peut-être tous quand on est artiste, pour les choses les plus récentes, mais encore une fois, par rapport à la peinture, j'ai peu de plaisir, et c'est pour ça que quelques expositions que j'ai pu faire, souvent j'ai ressenti la nécessité, entre guillemets, d'une béquille, d'un soutien, à savoir d'une scénographie, d'ajouter des lumières qui tournent, en fait, pardon en italien, je ne sais pas comment on dit, mais de noyer le poisson, c'est-à-dire d'essayer d'échapper à ma peinture, à l'idée d'une exposition uniquement que de peinture. Maintenant, je suis en train peut-être un peu de changer à ce niveau-là. J'assume, même si je n'aime toujours pas ces images, que je suis pourtant bien obligée de regarder pour continuer à peindre. Je ne peux pas peindre avec des lunettes noires ou avec un bandeau. Peut-être, à l'âge que j'ai, enfin, je me dis que je suis peintre, et puis basta, et puis c'est comme ça. Chose qui m'a toujours été assez pénible. C'est un peu étrange. Donc, toute cette coupure, cette période sous-marine, effectivement, j'ai continué à peindre, mais je ne montrais rien, que ce soit une chose ou un médium ou un autre, je ne montrais rien. Puis après, à nouveau, avec la galerie Christophe Gaillard, j'ai commencé à refaire des expositions, remontrer. Ça a commencé à m'amuser à nouveau, parce qu'en fait, je m'ennuyais beaucoup. Puis je me disais, oh là là, je me voyais du dessus, je me voyais en train de faire des expos, tout ça. Je trouvais ça pas très passionnant. Et maintenant, ça me passionne à nouveau, puis ça me passionne de rencontrer des gens, je suis moins timide. Il y a toute cette histoire aussi d'avoir... Enfin, des gens n'ont pas ce souci, mais quelquefois, on a vite peur d'encombrer, ou... de parler tellement, là je suis là pour parler de moi, je le fais, je suis désolée, mais c'est pas quelque chose, Clément qui est un ancien étudiant à moi, très doué, se dit en passant, le sait, en tant que professeur, je suis pas quelqu'un qui parle de moi, mon travail, mon machin, regardez ce que je fais, ça j'évite. Si on me demande, je dis, mais si on me demande pas, je préfère parler des autres, parce que ça m'intéresse, et en même temps je découvre, et en même temps les étudiants me parlent des choses qu'ils connaissent eux. Mais j'ai le culte de la sainte oreille, mais je n'ai pas le culte de moi-même. Je ne sais pas si j'ai répondu, Clément. Voilà. Bon, donc merci. Merci à vous. Merci Hélène, merci à tout le monde.